un des projets, un des lauréats, dont on n'a pas parlé à l'instant, mais dont on va parler tout de suite, un des lauréats 2014, c'est le projet Mes Amours, accès à la vie amoureuse et à la sexualité des personnes présentant une déficience intellectuelle, construction d'un programme de formation et de recherche appliquée avec et pour des personnes présentant une trisomie 21. Avec nous en plateau pour en parler, Yves Jeanne, qui est maître de conférence à l'Institut des sciences pratiques d'éducation et de formation de l'Université Lumière Lyon 2. Les informations sont marquées sur les slides derrière vous de toute façon. Et Bénédicte de Fréminville, qui est généticienne au service hospitalier de Saint-Étienne, plus précisément au centre de référence des anomalies du développement, si je ne dis pas de bêtises. Et vous êtes aussi vice-présidente de Trisomie 21 France. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints ce soir. Alors, vous êtes donc, vous portez, en tout cas, vous êtes tous les deux porteurs d'un projet qui fait partie de la liste des lauréats 2014. Et j'ai envie de commencer avec vous, Bénédicte, mais Yves, bien sûr, intervenez si besoin, pour savoir comment vous avez identifié la problématique, comment vous est venue l'idée, de quoi elle est partie et de qui plus précisément, puisque c'est très certainement à l'écoute des personnes atteintes de trisomie 21 que cette idée de projet de recherche vous est venue. Oui, alors j'ai plusieurs casquettes là, puisque je suis au CHU qui est partenaire, et puis la Fédération Trisomie 21 France. Donc c'est vrai, je crois que une des premières fois, même si on savait que c'était un domaine très important, c'était en 2002 au cours d'un congrès Trisomie 21 France, où on avait donné la parole aux personnes, parce que ça se faisait pas trop, et on a eu en public une véritable déclaration d'amour pour les parents, mais aussi pour des conjoints potentiels. Et ça a pris tellement d'importance qu'on avait la chance dans ce congrès d'avoir Nicole Diedrich et Daniel Moise. Et on a organisé en urgence un groupe de parole dans les coulisses. Et là, donc, il y a eu beaucoup de paroles et aussi des choses un peu terribles comme des agressions sexuelles qui n'avaient jamais été dites. Enfin voilà. Donc ça, je pense que ça a été la première vraie révélation. Après, les dernières universités d'été, dans les coulisses toujours, avec un questionnaire traduit des pays anglo-saxons, mon chef de service a interviewé des adultes avec trisomie 21 sur... c'est un questionnaire qui pose des questions sur les parties du corps, comment elles s'appellent, les noms des différents organes sexuels, aussi bien d'argot ou les noms plus scientifiques, est-ce qu'ils les connaissaient? Enfin, il y avait tout un tas de questions, ça durait assez longtemps. Et là, on s'est rendu compte, d'ailleurs, ça a été aussi le départ de la recherche, enfin, qu'il y avait un grand désert dans ce domaine-là. Voilà. Et après, dans mon travail à l'hôpital, où on a une consultation dédiée aux personnes avec trisomie 21, pour les accompagner dans leur santé, mais avec la définition de l'OMS, c'est vraiment un sujet très central dès qu'on s'intéresse aux adultes. Et je me souviens très bien, sans jugement aucun, d'une maman qui m'expliquait que sa fille était stérilisée, mais qu'elle ne le savait pas. Et quand elle a vu la psychologue toute seule, puisqu'on voit les personnes seules, enfin, il y a différents temps dans cette consultation, en fait, elle s'est dessinée dans sa famille avec une grande croix noire sur le ventre. Voilà. Donc... petit peu les situations qui sont très parlantes et fortes. Alors, on voit très bien le cheminement, un type qui va amener à des projets de recherche pour la FIRA. D'abord donner la parole aux premiers intéressés, et ça, c'était extrêmement important. Et puis après, se rendre compte à quel point on est démuni, à quel point on manque d'outils, de connaissances. Vous faisiez allusion à des travaux, à des questionnaires, mais anglo-saxons, comme quoi il y a peut-être... on n'a pas trouvé en France, il n'y avait rien. de choses en français, oui. Voilà. Et du coup, l'idée de se dire, il va peut-être falloir passer ce cap et mettre en place véritablement une recherche. Je viens vers vous maintenant parce que un des intérêts des recherches, des projets de recherche de la FIRA, c'est ce partenariat entre des chercheurs, entre des associations, entre des personnes handicapées. C'est extrêmement important dans le cadre d'un tel projet d'avoir tous ces acteurs et ce partenariat.
Oui, c'est fondamental pour nous, pour la qualité de la recherche elle-même. Mais peut-être d'abord, en 2 mots, contextualiser au fond notre rencontre. Le laboratoire dans lequel je travaille à Lyon a été créé il y a maintenant une 20aine d'années par Charles Gardou pour pouvoir mettre la question du handicap au cœur de la recherche universitaire, ce qui était quand même assez novateur à l'époque, en la sortant du champ médical notamment. Et nous abordons depuis lors les situations de handicap selon le modèle biopsychosocial qui a été décrit tout à l'heure. Et nous l'abordons à partir des différents domaines de la vie. Et lorsque nous interrogeons sur les recherches qui seraient nécessaires à conduire, on s'est tout à fait rendu compte que concernant la dimension de la vie amoureuse et sexuelle des personnes en situation de handicap, là, porteuse de trisomie 21, mais plus largement porteuse de déficience intellectuelle, toutes les recherches faisaient état de situations tout à fait catastrophiques sur lesquelles il était tout à fait nécessaire de se pencher. Vous évoquiez tout à l'heure, Axel Kahn, des questions de viol. Eh bien oui, on le sait, les personnes porteuses de déficience intellectuelle sont beaucoup plus sujettes à la prédation sexuelle. Nicole de Diedrich, dont on a rappelé le nom tout à l'heure, avait sonné un peu l'alerte il y a maintenant une 15aine d'années en disant que le VIH avait aussi franchi les portes des institutions. Et jusqu'à une période très récente, on a dénié totalement le fait que ces personnes avaient aussi des aspirations à une vie amoureuse et sexuelle. C'était même pas mal à prendre en compte, c'était dénier que ça faisait partie de leur existence. Et donc, dès lors, la recherche s'impose. Mais comment la faire ? Est-ce que nous pouvons faire une recherche, nous, chercheurs, dans notre coin, et à partir de quoi ? Nous ne sommes pas partisans ni des recherches froides, ni des recherches vaines. La recherche dans le champ du handicap, singulièrement, mais pas seulement, a vocation à servir le monde et la société dans laquelle nous vivons. Et la dimension qui est celle de la FIRA, notamment de recherche appliquée, pour nous, elle est fondamentale. Produire des connaissances, mais produire des connaissances qui seront nécessaires à... Je me sens en connivence avec ce qui a été dit jusque-là, l'inclusion des personnes, le refus des minuscules, etc., etc. Et que faire ça, c'est pas seulement l'afficher, c'est le mettre à exécution, s'y confronter. Se confronter aux professionnels, se confronter aux associations, se confronter aux personnes pour penser et construire ensemble la recherche. Alors concrètement, comment vous avez transformé cette réflexion et cette problématique dans les faits en un cadre de recherche que vous avez proposé et qui donc a été sélectionné en 2 mots, quels outils vous souhaitez développer et comment vous souhaitez les développer dans le cadre de cette recherche ? Alors, notre réflexion de recherche part au fond d'une forme de constat qui n'est pas un constat idéologique, qui est aussi un constat du travail du chercheur lui-même. Nous produisons de la connaissance, c'est notre métier, mais nous ne sommes pas dépositaires de l'exclusivité de la connaissance. Les professionnels du champ ont des connaissances qui ne sont pas les nôtres. Les personnes ont des connaissances qui sont propres, des connaissances d'expérience auxquelles nous n'avons pas accès. Nous pouvons essayer d'y comprendre quelque chose, nous pouvons toujours aller les rechercher comme matériel de recherche, mais ce que c'est comme épreuve de vie, les questions qui réellement se posent à elles, bien souvent dans la recherche, nous avons, n'est-ce pas, les réponses à nos propres questions. Dans quelle mesure sont-ce les leurs ? Si l'on veut dépasser cette question, si l'on veut sortir d'un schéma où le scientifique est celui qui va chercher la vérité chez autrui, en se disant que la construction du savoir scientifique croise des constructions de savoir professionnels, des constructions de savoir de bénévoles et des savoirs experts des personnes elles-mêmes, alors on est en mesure de pouvoir construire un savoir à la fois plus complexe, plus sophistiqué, plus diversifié et plus porteur de possibilités de transformation de leur situation. Bénédicte, je crois que c'est aussi quelque chose à laquelle vous étiez extrêmement attaché, c'est-à-dire de ne pas essayer de
calquer la vie d'autres personnes sur les problématiques des personnes porteuses de trisomie 21 ou de déficience intellectuelle. C'est-à-dire que vous vouliez replacer, là encore, la personne déficiente au cœur du projet et de la recherche pour partir d'elle. Oui, je crois qu'on a trop tendance à vouloir plaquer nos modèles, nos modes de réflexion, nos façons de penser sur les personnes. Et du coup, même si on a de très bonnes intentions, on se rend compte que ce qu'on propose ne fonctionne pas et n'amène pas l'amélioration de la qualité de vie que l'on souhaiterait finalement pour ces personnes. Donc je pense que c'est tout l'intérêt de ce type de recherche à laquelle nous sommes très attachés dans notre fédération, hein, qui s'est appelée groupe d'études depuis le début. Ce que je disais à Madame Prado tout à l'heure, c'est vrai que maintenant on se rejoint bien, mais ça a été posé comme ça dès le départ. Et on n'a pas assez donné la parole aux personnes au début, mais par contre, on manque beaucoup d'outils pour arriver à comprendre comment ça se passe, comment elles peuvent construire leur propre vie, leur propre façon de faire. Peut-être qu'elles souhaitent des modes de vie un peu différents, une façon différente de vivre leur sexualité, de vivre en couple ou pas en couple. Enfin voilà, on n'en sait rien finalement. Et c'est ce que moi j'attends beaucoup de cette expérimentation, de ce travail qui va être fait, de ces outils qui vont être produits, parce qu'on va apprendre plein de choses, nous. Et ils vont peut-être, eux, nous servir de modèle. Et ça rejoint la thématique d'ailleurs de la campagne faite en ce moment à propos de la trisomie 21. Mais pour revenir au sujet, tout à l'heure, Éric Plaisance parlait de support pour transmettre l'information. Ces outils dont vous parlez, que vous allez développer, ils sont de quel type ? C'est des questionnaires, c'est des résultats sous forme de recommandations, de préconisations qui seront faites aux différents acteurs pour mieux comprendre, mieux appréhender les besoins des personnes porteuses de déficience ? Alors moi, je suis très heureux que la FIRA ait accepté notre recherche alors que nous avons écrit que nous n'en savions rien. Je m'explique. Je sais à peu près sous quel format nous allons produire scientifiquement nos résultats. C'est assez académique, c'est assez classique, ce sont des articles scientifiques, c'est un ouvrage, ça marche, on sait faire. Mais si on joue vraiment le jeu, et c'est notre postulat, que les personnes elles-mêmes sont en possibilité et en mesure d'être celles qui nous permettent d'élaborer avec elles les outils qui sont pertinents pour elles, alors je pars du principe, et c'est presque un postulat scientifique, que je n'ai pas à le savoir en partant. Je ne vais pas les instrumentaliser, je ne sais pas. J'ai quelques idées, bien entendu. Ce ne sera pas des choses, voilà, des instruments classiques parce que un certain nombre d'entre elles ne parlent pas, qu'il faudra avoir recours à des images, il faudra probablement avoir recours à des films, il faudra avoir recours à des outils qui sont à inventer, mais je ne vais pas plaquer mes représentations des outils nécessaires. Sans ça, je sors totalement du postulat scientifique qui est de dire que c'est de notre travail commun que naîtront la nature et la qualité de ce qui leur est nécessaire. Et vous le savez, nous allons plus loin dans la recherche, puisque nous posons par hypothèse que ces personnes seront en mesure d'être elles-mêmes les formatrices de leur père. On reprend là des choses qui ont été traitées par différents scientifiques, et notamment en économie par Amartya Sen, la capacité. Hein, mais la capacité, il faut la construire avec elle. C'est elle. Hein, lorsqu'on parle, vous l'évoquiez tout à l'heure, de citoyenneté, c'est ça aussi. C'est pas faire pour elles, c'est les aider à faire elles-mêmes. Moi, je suis un pédagogue, hein, c'est ma passion universitaire, et je n'ai pas oublié la phrase de Montessori, qui est de dire que le pédagogue, c'est quelqu'un qui doit entendre cette phrase de l'enfant qui lui dit « aide-moi à le faire seul ». Bénédicte, à propos de l'originalité de ce projet dont parlait Yves à l'instant, le fait de vouloir que les personnes concernées deviennent formatrices de leur père, c'est effectivement extrêmement intéressant, extrêmement novateur, j'imagine, pour les personnes porteuses de déficience intellectuelle. Peut-être même
je dirais que ça ira encore plus loin, qu'elles pourront être formateurs d'autres personnes dans le milieu ordinaire. Enfin, on va apprendre forcément de cette recherche sûrement beaucoup plus qu'on ne le pense. Oui, cette paire éducation, c'est quelque chose de très nouveau, mais qui se pratique dans d'autres pays et qui est vraiment intéressante parce que je crois qu'elle rajoute la dimension de la motivation pour la personne, et on sait que la motivation, c'est ce qui fait, qui donne envie d'apprendre et qui fait grandir finalement, parce que nous, c'est bien ça qui est notre moteur. C'est justement arriver à créer en nous cette motivation. Et je pense que trop souvent chez ces personnes, on va pas la chercher, on va pas la produire. Donc cette paire éducation, elle est très intéressante. On a aussi le projet de la mettre en place dans d'autres domaines, notamment avec les outils qu'on a créés pour la santé, en facile à lire et à comprendre, où on veut, parce que c'est des outils, bien qu'ils soient faciles à lire et à comprendre, qui sont pas très simples. Et en fait, on voudrait former les personnes pour qu'elles puissent aller former leur père aussi là-dessus, parce que c'est pareil avec leurs mots, avec leur façon de voir les choses. Donc on est prêt à tout revoir, à tout réécrire s'il faut, une fois qu'on aura évalué les outils créés. Et je pense que ça, c'est très intéressant aussi, cette notion d'évaluation qu'il y a dans le projet. Voilà, et puis on parle d'autodétermination. Donc il faut vraiment qu'on parte des personnes et qu'on soit, nous, capables de se remettre en question continuellement, parce que ça c'est compliqué aussi quelquefois. Alors on voit tout est en place, hein, il n'y a plus qu'à démarrer. Pour démarrer, il y a une petite étape supplémentaire à franchir, des financements à trouver encore. Bah oui, c'est la vie. Les scientifiques se transforment de plus en plus en personnes qui vont chercher eux-mêmes les sous. Faudra ajouter ça dans les études universitaires pour qu'on y devienne compétent, parce qu'on n'est pas forcément très doué. En tout cas, nous, on est très heureux que la FIRA ait lancé. Vous savez, c'est un petit peu toujours comme ça. C'est toujours le premier qui met la main au pot et qui va aider les autres à se sentir en confiance, puisque ce sera validé. Donc on a engagé des démarches, notamment auprès de la Fondation de France. Et voilà, on a bon espoir que ça fonctionne. On en a surtout très envie parce que cette recherche nous tient énormément à cœur, parce que c'est une question essentielle. On parle de la citoyenneté, c'est pas seulement ça, c'est-à-dire que au fond, vivre ensemble, c'est que chacun ait un accès libre et égal à l'exercice de sa vie. Et cette dénégation tout à fait extraordinaire de la possibilité pour ces personnes d'avoir une vie sexuelle est une réelle amputation de ce qu'ils sont comme hommes et femmes. Et si depuis 20 ans le discours a changé, les derniers ouvrages sur la question, et je pense à un ouvrage très récent de Denis Vaginet, montrent que les pratiques sont restées à peu près identiques. Et que, voilà, il y a un discours, la sexualité des personnes, c'est très bien, machin, etc. Oui, c'est pas vrai. Il faut travailler cette question très profondément. On le leur doit. Je voyais Eric prendre des notes. Eric, si vous souhaitez intervenir, ou d'autres autres intervenants, n'hésitez pas au cas où. Et j'en profite d'ailleurs pour signaler un autre projet de recherche qui est en cours et soutenu par la FIRA, qui s'appelle « C'est ma vie, je la choisis » et qui porte aussi sur l'autodétermination des personnes porteuses de trisomie 21.